Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui ici présents pour vous présenter notre expérience. L'expérience que nous vous présentons aujourd'hui porte sur la Neisseria gonorrhea ainsi que le plasmide gène NPT2. Nous vous expliquerons aussi les concepts d'antibiorésistance à la kanamycine, la néomycine et la ciprofloxacine pour la Neisseria gonorrhea. À la fin du XIXe siècle, les antibiotiques furent découverts lors de l'étude de la moisissure et des bactéries par le médecin Ernest Duchersne. Par la suite, dans les années 1900, le développement industriel et médical a permis la découverte de plusieurs familles d'antibiotiques. Cependant, leur utilisation excessive dans le domaine médical a entraîné la montée de bactéries résistantes, ce qui a déclenché des recherches pour l'expliquer. La bactérie qui sera étudiée lors de ce laboratoire se nomme la Neisseria gonorrhoea de la famille Neisseriaceae. Elle est une bactérie de 0,6 à 1 micromètre de diamètre à gram négatif, c'est-à-dire qu'elle possède une membrane extérieure qui empêche son ingestion par les globules blancs de son hôte. Lorsque cette membrane se déchire, elle libère les endotoxines qui causent ensuite les symptômes connus dans une infection bactérienne. La bactérie est surtout connue pour les infections urinaires et un gonocoque uniTSS qui peut entraîner la cervicite ou l'urétrite chez les femmes qui entraînent des douleurs abdominales, des changements non communs pour les menstruations et une sensation de brûlure en urinant. Il est aussi possible que l'hôte soit asymptomatique, mais si non traitée, elle pourrait causer des complications dans le système reproducteur chez la femme. Cette bactérie peut aussi engendrer la périhépatite, qui est une inflammation sur la couche externe du foie, la chorioamnionite, une infection dans le placenta et le liquide amniotique, à une hémorragie utérine ou la pharyngite. Bien que ces infections ne soient pas mortelles normalement, la Neisseria gonorrhoea reste dangereuse par sa capacité à induire l'infertilité et sa transmissibilité facile, soit par des relations sexuelles, donc par gonorrhée, ou par contact entre une mère non traitée et son nouveau-né lors d'un accouchement. Les bactéries se retrouvent en deux groupes, dépendant de si leur paroi est à gram positif ou négatif. La différence principale entre la structure de ces deux parois cellulaires est que la paroi gram+ est plus épaisse et contient principalement du peptidoglycane, un polymère qui permet une rigidité et qui donne sa forme, alors que la paroi gram- est plus fine par une présence inférieure de peptidoglycane. Cependant, pour compenser, une bactérie gram- possède une membrane externe qui permet une résistance importante contre certains antibiotiques. De plus, contrairement à une paroi gram+, la bactérie gram- possède une zone entre la paroi et la membrane cellulaire avec des enzymes et des protéines responsables des mécanismes de défense. Ces différences contribuent directement à la sensibilité des bactéries face aux antibiotiques. Par exemple, les antibiotiques bêta-lactamine pénètrent plus facilement les bactéries gram+ que celles gram-. Lors de ce laboratoire, 3 antibiotiques seront utilisés, la kanamycine, la néomycine et la ciprofloxacine. Les modes d'action d'un antibiotique à un autre peut différencier selon leur famille et aussi leur catégorie, soit biocide ou biostatique. La différence principale entre ces deux catégories est qu'un antimicrobien biocide se concentre plus sur la destruction des bactéries en les tuant, alors qu'un antibiotique biostatique inhibe ou freine la croissance et la reproduction bactérienne sans la tuer immédiatement. Pour la kanamycine et la néomycine, elles font partie de la famille aminosides, notamment utilisées contre des bactéries à gram négatif. Les aminosides sont surtout reconnus pour l'inhibition de la synthèse protéique des bactéries. Pour ce faire, ces antibiotiques ciblent les ribosomes de la Neisseria gonorrhoea, un organisme responsable de la traduction de l'ARN messager et ainsi de la synthèse de la chaîne peptidique. Les aminosides se lient à l'ARN ribosomique 16S, retrouvé dans la sous-unité ribosomique 30S, ce qui perturbe la lecture de l'ARN messager. Ce processus entraîne alors la production de protéines anormales au lieu de bonnes protéines nécessaires à leur survie. Pour l'antibiotique ciprofloxacine de la famille des fluoroquinolones, il participe à l'inhibition des acides nucléiques. Cette famille attaque différemment les bactéries à gram+ et moins. Chez ceux à gram-, il vise l'ADN gyrase qui sert à diminuer les tensions de la torsion de l'ADN durant la réplication de l'ADN. Et chez ceux à gram+, c'est la topoisomérase 4, responsable de la séparation du chromosome fils après la réplication d'ADN. Pour inhiber le processus de réplication d'ADN, les quinolones se lient entre une de ces enzymes, dépendant du type de bactérie, et l'ADN. Cela empêche la relégation de l'ADN, qui est une étape dans un cycle normal dans le processus, laissant l'ADN divisé. Cela entraîne alors une accumulation de ruptures irréversibles et la segmentation mortelle du chromosome, tuant la bactérie.
L'antibiorésistance d'une bactérie peut être expliquée par une acquisition de gènes résistants étrangers avec des mécanismes de recombinaison génétique, par mutation parfois avantageuse permettant de baisser l'attirance de l'antibiotique et sa cible, ou par absorption d'un plasmide contenant un gène de résistance. En dehors d'interventions extérieures et de mutations, les bactéries possèdent aussi quelques mécanismes contre les agents antimicrobiens. Il y a la destruction ou la désactivation des antibiotiques grâce à leurs enzymes, l'incapacité de pénétrer la paroi cellulaire chez les bactéries à Gram négatif, une neutralisation de bactéricides par une petite modification au site visé durant la synthèse des protéines bactériennes et en diminuant la concentration des antimicrobiens dans l'agent pathogène par expulsion avec des pompes sur la membrane plasmique de bactéries Gram-. L'antibiorésistance d'une bactérie peut être expliquée par une acquisition de gènes résistants étrangers avec des mécanismes de recombinaison génétique, par mutation parfois avantageuse permettant de baisser l'attirance de l'antibiotique et sa cible, ou par absorption d'un plasmide contenant un gène de résistance. En dehors d'interventions extérieures et de mutations, les bactéries possèdent aussi quelques mécanismes contre les agents antimicrobiens. Il y a la destruction ou la désactivation des antibiotiques grâce à leurs enzymes, l'incapacité de pénétrer la paroi cellulaire chez les bactéries à Gram négatif, une neutralisation de bactéricides par une petite modification au site visé durant la synthèse des protéines bactériennes et en diminuant la concentration des antimicrobiens dans l'agent pathogène par expulsion avec des pompes sur la membrane plasmique de bactéries Gram-. Le but de cette expérience consiste à évaluer l'antibiorésistance de la Neisseria gonorrhea après l'absorption du plasmide NPT2 contre la kanamycine, la néomycine et la ciprofloxacine. La Neisseria gonorrhea devrait pouvoir résister à la kanamycine et la néomycine. En effet, le plasmide NPT2 possède un gène qui code l'enzyme néomycine phosphotransférase 2. Cette enzyme a comme fonction de phosphoriser la kanamycine et la néomycine, inactivant leur activité et empêchant ainsi leur liaison au ribosome de la bactérie. Cela s'explique bien avec la kanamycine et la néomycine qui se retrouvent dans la même famille des aminosides et qui partagent donc des propriétés similaires. L'expérience portait sur les bactéries Neisseria gonorrhea et leur antibiorésistance à la suite de l'absorption d'un plasmide comprenant le gène NPT2. Pour réaliser ce laboratoire, nous avons suivi une série d'étapes dans un milieu aseptique grâce à un brûleur tout en gardant les bactéries sur glace entre chacune d'entre elles. D'abord, 2 échantillons de 50 microlitres de bactéries ont été pipetés et placés dans des microtubes de 1,5 ml. Un échantillon dans un microtube vide et l'autre dans un microtube contenant 6 microlitres de plasmide NPT2. Ils ont ensuite été centrifugés pendant 10 secondes à vitesse maximale pour que les gouttes se retrouvent au fond des microtubes et ont été laissés incuber pendant 10 minutes au minimum sur glace. Il faut par la suite les transférer dans un bain chauffant à 42 degrés Celsius pendant 50 secondes et rapidement les reposer sur glace pendant 2 minutes. 500 microlitres de milieu nutritif ont été pipetés et ajoutés à chacun des microtubes pour ensuite se faire incuber à 37 degrés pendant 20 minutes. Pour l'étalement des bactéries sur gélose, chacun des microtubes ont été considérés et manipulés séparément. Après les avoir laissés reposer sur glace, la suspension de bactéries dans le microtube a été mélangée et 100 microlitres de celle-ci a été pipetée afin d'être déposée sur une gélose vierge. Sans attendre, elle a été étalée à l'aide d'un étaleur inculateur préalablement flambé à l'éthanol. Il a fallu répéter cette dernière manipulation pour les 3 autres géloses contenant les antibiotiques ainsi que pour le deuxième microtube. Finalement, les géloses ont été scellées avec un parafilm et ont été incubées à l'envers pendant 24 heures à 37 degrés. À la suite de quoi les données ont été recueillies en faisant un dénombrement, soit le comptage total des colonies visibles de bactéries dans chacune des géloses en UFC. Chacune des géloses possède des propriétés nous permettant de comprendre l'antibiorésistance des bactéries Neisseria gonorrhea. Nous avons utilisé 4 sortes de géloses, une vierge ne contenant aucune substance pouvant influencer la croissance des bactéries et 3 autres contenant chacune un antibiotique différent, soit respectivement la kanamycine, la niacimine et la ciprofloxacine. Alors, nous avons obtenu un total de 8 géloses, soit 4 où ont proliféré des bactéries ayant des plasmines NPT2 et 4 autres sans plasmine. Nous avons répété l'expérience 10 fois pour avoir un échantillonnage plus large. Au lieu d'avoir seulement un échantillon par gélose, nous en avons recueilli 10, ce qui nous a permis d'avoir un dénombrement plus véridique. La moyenne des dénombrements sur une plus grande échelle offre un résultat plus fiable et évince les colonies ayant subi une croissance supérieure ou inférieure à la norme. Cette moyenne est donc plus représentative de la réalité et empêche les données faussées causées par des facteurs extérieurs d'avoir un impact significatif sur l'ensemble du laboratoire.
Le tableau ici présente le dénombrement obtenu pour chacune des géloses utilisées. La gélose LB ne contient aucun antibiotique et correspond aux géloses vierges. À la suite des données récoltées, une tendance se dessine chez chaque échantillon. En effet, les géloses LB présentent un tapis de colonies, tandis que celles avec des antibiotiques présentent des valeurs plus concrètes, soit 0 UFC ou des valeurs variant entre 33 UFC et 56 UFC pour les géloses contenant l'antibiotique B et les bactéries avec plasmide. Seule cette dernière offre un nombre de colonies supérieur à 0 pour la croissance des bactéries en présence d'antibiotiques. Par ces observations, on peut déduire l'identité de l'antibiotique A ainsi que celle de l'antibiotique B en traduisant les données dans ce genre de tableau. En effet, lorsqu'une gélose présente une quantité de colonies élevée, il sera marqué par le symbole plus, tandis que les géloses ayant un taux de survie nul seront marquées par un moins. Le terme tapis, également utilisé à la figure 1, désigne quant à lui un nombre de colonies tel qu'il est impossible de les distinguer individuellement. Ce tableau plus imagé montre précisément la tendance qu'aucune bactérie n'a pu survivre dans les géloses contenant l'antibiotique A, même si elle avait intégré le plasmide NPT2, contrairement à l'antibiotique B où les bactéries ont pu croître avec l'ajout du plasmide. De ce fait, les bactéries présentent une résistance à l'antibiotique B, ce qui nous permet d'affirmer que l'antibiotique B correspond à la kanamycine et à la niacimine, tandis que l'antibiotique A correspond à la ciprofloxacine. Deuxièmement, les bactéries Neisseria gonorrhea sont naturellement vulnérables aux 3 antibiotiques utilisés lors de ce laboratoire. En effet, en se référant à la figure 2, le traitement témoin, donc sans plasmide, mais incubé avec des antibiotiques, présente un taux de survie nul, soit 0 UFC. Ce résultat montre bien que les antibiotiques utilisés, soit la kanamycine, la néomycine et la ciprofloxacine ont réellement affecté la prolifération des colonies puisque l'échantillon LB présente un tapis de colonies, donc une forte présence de bactéries. Ces données confirment alors que les antibiotiques sont fonctionnels et que les bactéries ne sont pas résistantes de base. Ainsi, les plasmides intégrés dans les échantillons expérimentaux sont les seuls facteurs responsables de la résistance aux antibiotiques. Donc si je comprends bien, l'hypothèse émise est véridique étant donné que les résultats démontrent un haut taux de survie aux antibiotiques lorsqu'il y a l'induction du plasmide NPT2, alors que la bactérie ne survit aucunement lorsqu'elle est simplement exposée aux 3 antibiotiques, ce qui prouve que la Neisseria gonorrhea développe une antibiorésistance grâce à ce plasmide. Cependant, ne serait-il pas intéressant de voir comment cette bactérie réagit aux mêmes antibiotiques une fois exposée à un plasmide différent?